Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Pour cette dernière émission de l'année, nous allons parcourir avec nos invités les grands dossiers qui ont marqué 2020, année ô combien particulière. Une crise sociale qui frappe les plus vulnérables, des libertés entravées, un droit à l'avortement encore remis en question, la liberté d'expression et la liberté d'enseigner en danger. Les obstacles ont été nombreux cette année en matière de défense de la laïcité, de défense des droits humains et on ne manque pas de défis pour 2021. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Pour nous aider à prendre du recul sur cette année et ses nombreux défis, j'ai le plaisir de recevoir en studio 3 invités, 3 membres du Centre d'Action Laïque. Alors déjà, bonsoir à tous les 3. Tout d'abord, Benoît van der Merchen, vous êtes secrétaire général du Centre d'Action Laïque. Bonsoir. Bonsoir. Sylvie Losberg, vous êtes directrice de la cellule études et stratégies. Bonsoir. Bonsoir. Et Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous. Finalement, l'événement incontournable, évidemment, de cette année, c'est la crise sanitaire et la crise sociale qui s'ensuit. Une crise qui touche, on le sait, les plus vulnérables en fait, de la société. C'est le regard que beaucoup, mais le Centre d'Action Laïque a posé sur cette question-là, comme une crise qui a révélé, ou plutôt amplifié, un certain nombre de failles qu'on connaissait dans notre société. On savait les difficultés sociales, on savait aussi un certain nombre d'inégalités qui frappaient des catégories particulières de la population. Ces catégories de population ont souvent été victimes une deuxième fois, quasi une double peine par la crise sanitaire. On le sait, ce sont des publics avec lesquels le Centre d'Action Laïque a beaucoup l'habitude de travailler, qu'il s'agisse évidemment des femmes, des migrants, des usagers de drogue, des sans-abri, des travailleurs précaires, d'une façon générale de populations plutôt aussi, marginalisées, les détenus. Et donc la crise a eu pour effet vraiment de poser un effet de loupe sur les difficultés rencontrées par ces catégories de populations plus particulières. Et le Centre d'Action Laïque s'est plus toute l'année à y accorder une attention particulière. On en a fait d'ailleurs sur ces questions d'inégalité le thème de notre campagne Éducation permanente 2020. C'était une campagne qu'on a intitulée Égaux ensemble, une analogie par rapport à notre slogan Libre ensemble. Oui, j'avais envie de dire quel est finalement le sens de ce slogan Égaux ensemble. C'est vraiment, donc c'était l'idée que on voulait adresser un message à l'attention des pouvoirs publics que la société qu'on a connue avant le Covid ne pouvait vraiment pas être celle qu'on connaîtra par la suite. Et donc ces inégalités qu'on savait exister, ces inégalités qu'on connaissait bien et sur lesquelles on a beaucoup attiré l'attention, finalement montrent une série d'angles morts des politiques publiques. On voulait se dire qu'en attirant l'attention sur ces catégories de populations particulières, on espère aussi que les politiques qui seront conduites après, à la sortie de crise, ne seront pas les mêmes et permettront de ne pas oublier ces publics plus marginalisés. On y a beaucoup travaillé aussi d'un point de vue pratique, parce qu'il ne s'agit pas simplement que de déclamer, de dénoncer des formes d'inégalité pour les corriger. Le Centre d'Action Laïque, tout au long de l'année, a particulièrement accentué son travail en direction de ces publics-là. On a mis un point d'honneur à poursuivre, malgré les circonstances sanitaires, le travail que nous apportons auprès de populations plus fragilisées. On a nos centres de jour, nos centres de nuit, par exemple, les cours d'alphabétisation, etc. L'assistance morale qui s'est poursuivie notamment par téléphone, par exemple. L'assistance morale, j'en profite, on vient d'ouvrir ce 15 décembre dernier un numéro de téléphone gratuit, un numéro 0800 à l'attention des publics plus fragilisés. Le but est de sortir ou d'aider sortir les personnes de leur isolement, de les aider parfois à faire leur deuil. Je vais peut-être rappeler ce numéro, si vous le permettez, c'est le 0800 82 089. 0800 82 089 et c'est un numéro gratuit, accessible à toute personne qui ressent un moment le besoin de parler et se sent un peu seul et veut essayer de renouer un contact. Ouais, écoute, évidemment, sans jugement aucun. Alors, Sylvie Losberg, je rappelle que vous êtes donc directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'Action Laïque, mais aussi présidente du Conseil des femmes francophones. Et quand on parle de personnes particulièrement vulnérables, il faut admettre que les femmes, finalement, sont particulièrement touchées parce que elles occupent des emplois précaires, elles sont aussi, ce sont elles, finalement, qui sont aussi à la tête des familles monoparentales et on sait que ce sont des catégories de la population qui ont été particulièrement touchées par la crise. Oui, non seulement quand elles sont déjà en situation de précarité, c'est le cas des familles monoparentales très clairement, mais aussi parce qu'elles travaillent dans des secteurs qui ont été particulièrement sollicités, le nettoyage par exemple, ou les supermarchés qui étaient finalement les seuls lieux ouverts pour s'approvisionner, les soins de santé évidemment, les maisons de repos, donc des secteurs où il y a des salaires qui sont très bas
et où on a vu que les femmes sont indispensables en fait à la cohésion de la société dans un moment comme celui qu'on a connu avec cette crise sanitaire. Ça a visibilisé, comme l'a dit Hervé, les inégalités qui étaient déjà présentes. Ça a amplifié finalement l'écart entre ceux qui étaient plus ou moins nantis et ceux qui étaient déjà en situation de précarité, mais ça a créé aussi surtout des trous dans lesquels sont tombées des femmes qui finalement maintenait la tête hors de l'eau. Et donc, le Centre d'action laïque s'est associé aussi au Conseil des femmes pour dénoncer cette précarisation structurelle dans notre pays. Il faut savoir que la Belgique est un très, très mauvais élève en Europe par rapport à la discrimination, notamment salariale, mais pas seulement. Et donc, la campagne La pauvreté aussi et sexiste faisait le point sur tous les endroits, tous les domaines de la vie des femmes qui sont finalement des révélateurs de discrimination qui ne sont pas seulement liés à des parcours de vie, un divorce, une séparation, mais qui sont vraiment structurels. Et je pense que là, on a vraiment pu non seulement mettre en évidence les constats, mais surtout créer aussi un réseau, notamment avec la récolte de kits hygiène, la distribution de masques pour les personnes qui se trouvent dans ces situations. Dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Conseil des femmes travaillent avec le Centre d'action laïque pour essayer d'alléger un petit peu cette charge qui s'augmente aussi d'un autre phénomène qui est celui des violences intrafamiliales. Et là, on sait que les constats sont aussi absolument effarants puisque les lignes d'écoute pour les violences conjugales ont augmenté de 80% d'appels en Flandre et de plus du double en Fédération Wallonie-Bruxelles pendant le premier confinement. Mais oui, et on voit même qu'ici, pendant le deuxième confinement, on va dire, les centres d'hébergement pour les victimes sont vraiment à saturation. Donc on voit qu'en termes de violences conjugales, elles ont vraiment augmenté pendant le confinement aussi. Oui, elles ont augmenté. Et un autre élément qui est lié aussi, je dirais, à une société qui est sexiste, c'est le harcèlement des filles. Il y avait confinement, les gens ne pouvaient pas sortir, mais les filles se faisaient davantage harceler. Pas dans la rue puisqu'elle ne pouvait pas sortir, mais sur Internet ou même à travers une fenêtre, une fille qui va au magasin. Et donc là, on voit que finalement, cette société qui s'est révélée très fragile sur le plan de la solidarité, eh bien, met en évidence le fait que face à des frustrations, et tout le monde était frustré, tout le monde est encore, puisque nos libertés sont vraiment rabotées, eh bien, ça engendre des violences et que ces violences, malheureusement, ça tombe quasiment toujours sur les femmes, les filles et les enfants aussi. Alors, Benoît van der Meschen, un autre dossier, mais qui finalement est toujours lié à cette crise sanitaire, ce sont les restrictions à nos libertés. Alors, on a fait passer le droit à la santé au-dessus d'autres droits et libertés. On peut le comprendre pour l'intérêt du collectif pendant la crise, mais est-ce que vous ne craignez pas que ces restrictions qui ont été prises notamment par un gouvernement qui était muni de pouvoirs spéciaux, finalement ne se prolongent? Est-ce qu'il faudrait être attentif à ça, cette restriction des libertés qui pourrait se prolonger dans le temps? Le prix de nos libertés, c'est la vigilance éternelle. Donc, quand vous parlez d'être attentif, je pense qu'il faut même beaucoup plus. Il faudra être au taquet et surveiller tout ce qui a été mis en place et pour quelle durée. On le voit très bien de manière générale quand Sylvie parlait de liberté rabotée, quand on rabote ces libertés, on revient généralement très peu en arrière. Or, on est déjà de manière globale dans une société de l'immédiateté et ici on a vécu une année extraordinaire au sens premier du terme. Et tout cela appelle à quoi? À une réponse rapide. Il faut effectivement que l'on trouve une solution par rapport à la propagation du virus, il faut qu'on trouve une solution pour lutter contre cette pandémie et tout cela nous donne un sentiment qu'il faut un exécutif fort et sans doute au détriment du temps, de l'analyse, de la réflexion, du débat et un lieu spécifique pour toute intrusion dans les droits fondamentaux, c'est le Parlement. Parce que si effectivement les droits fondamentaux ne sont pas toujours absolus, il faut que s'il y a une intrusion, ce soit prévu légalement, que ce soit pour un but légitime, je pense qu'ici il est là. Et puis après il y a une question d'équilibre, il faut que ce soit proportionnel. Or ici, ce qu'on a vu, c'est réponse rapide, on n'a pas le temps de faire du droit, on n'a pas le temps du débat, et on confie effectivement à un gouvernement, soit il a sa légitimité, le soin de régler la lutte contre la pandémie. Mais, et là ce n'est pas que de la technique juridique, on a pu constater que tout ça s'est fait par arrêté ministériel. C'est-à-dire que l'on confie, on sait que ça passe par le Conseil des ministres restreints, mais on confie à un ministre le soin de déterminer effectivement ces intrusions gigantesques. C'est quand même extraordinaire en termes de liberté d'aller et venir, en termes de liberté d'association, en termes de liberté de réunion, en termes de droit au travail, ce qu'on a vécu cette année, en termes de négation des droits fondamentaux.
peut-être pour un but légitime, c'est quand même ahurissant. Et on fait ça par arrêté ministériel. Alors je peux comprendre la logique de l'efficacité, mais imaginez qu'on ait comme ministre de l'Intérieur un nostalgique de la collaboration. On a peut-être pu vivre ça sous de précédentes législatures. Mais à quoi on peut s'attendre? Et récemment, un arrêt du Conseil d'État, Chambre flamande, a sanctionné justement l'arrêté ministériel à propos de la liberté de religion en disant que le caractère proportionnel n'y était pas. Un arrêt qui est contestable à bien des égards, mais néanmoins, on peut s'éviter tout cela si, d'une façon ou d'une autre, on prend le temps de vérifier que ce qui est mis en place, pour peut-être de très bonnes raisons, est conforme d'une façon ou d'une autre au droit international et aux droits qui protègent les droits humains fondamentaux. Et j'ai envie de dire attention aussi parce que la dernière décision du Conseil d'État qui permet donc effectivement à des personnes anversoises qui souhaitaient pouvoir mener leur culte à 10 et dans une synagogue, attention aussi qu'on n'arrive pas non plus à une incompréhension totale dans l'esprit de la population avec une hiérarchie qui n'existe pas en termes de droits fondamentaux. Un intérêt privé, ici un culte, parce que ce n'est pas un service essentiel reconnu comme tel, comme pourrait l'être un restaurateur, invoque un droit fondamental, sa liberté de culte, alors que le restaurateur pourrait invoquer son droit au travail, et on octroie la possibilité de se réunir à 15 à l'un, qu'on refuse à l'autre, et dans une situation qui dure, qui s'éternise et qui risque de conduire à des catastrophes sociales. Donc il y a plein de questions qui se posent, qu'il faut pouvoir aborder sereinement, avec pour moi un lieu essentiel pour cela, c'est évidemment le Parlement. Oui, avec aussi un climat un peu sécuritaire qui se renforce parce que, alors on en a parlé il y a quelques semaines, par exemple les forces de l'ordre qui pourraient entrer dans les maisons pour vérifier que les personnes respectaient les mesures sanitaires. Et là, de nouveau, c'est important de rappeler des balises, rappeler par exemple l'inviolabilité du domicile. C'est essentiel de rappeler ça? Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a une brèche qui est là potentiellement, en se disant à tel point on veut rassurer la population, s'assurer que ce qui a été mis en place en termes sanitaires soit respecté, on pourrait s'affranchir. En temps de guerre contre le virus, on s'affranchit des règles communes qui protègent les droits humains fondamentaux. La question toujours, c'est de voir quelle est la pertinence, l'efficacité et la proportionnalité de ce qui est mis en place. Vous avez raison de parler de cette idée des drones ou d'entrer dans les domiciles des uns et des autres. Attention, parce qu'effectivement, on l'a rappelé, nous, sur le caractère inviolable du domicile tel qu'il est prévu, entre autres par la Constitution, mais c'est aussi une dynamique, quand on entend les policiers qui nous parlent de ces visites, c'est une dynamique où ils vont là-bas parce qu'ils sont prévenus par des voisins. Et la société de la délation, c'est pas la société non plus que le mouvement laïque souhaite mettre en place. Je pense que ce que nous préférons, c'est toujours faire appel à la responsabilité des uns et des autres. Vous savez, moi je pense qu'on est dans une situation qui est quand même angoissante, morose, et en même temps nous avons un devoir d'optimisme, nous avons un devoir de croire en des jours meilleurs. Vous savez, au-dessus des nuages, à l'envers des nuages, il y a toujours un ciel bleu. Voyons ciel bleu du coup. Alors on ne va pas encore parler tout de suite de ciel bleu parce qu'il y a quand même encore un point cette année qui n'a pas été nécessairement positif et on sort un peu du coup de la crise sanitaire, mais un des combats historiques vraiment du Centre d'action laïque, c'est la défense du droit à l'avortement et un dossier qui a subi pas mal de remous cette année. Donc on voit, Sylvie Losberg, que 30 ans après l'adoption de la loi, l'allemand Mikkelsen, les résistances finalement au droit à l'avortement, elles sont encore bien présentes chez nous. Non seulement elles sont présentes, mais elles sont puissantes. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. C'est qu'il n'y a pas de souci avec les personnes qui ne veulent pas pratiquer l'IVG en tant que médecin ou qui ne veulent pas y avoir recours en tant que femme. Le problème ici, c'est qu'on s'est trouvé devant un parti politique qui a mis dans la balance sa participation au gouvernement en échange d'un refus de modifier, d'améliorer les conditions de la loi. Et tout ça, le CDNV en l'occurrence. Oui, mais le CDNV, en s'appuyant sur la NVA, qui n'est pas un parti très féministe ni progressiste, et surtout sur le Vlaams Belang. Et donc là, on se retrouve devant un Parlement qui est pris en otage, finalement, par un parti qui est quand même un des partis historiquement au pouvoir en Belgique, le CDNV, voilà, et qui s'appuie sur l'extrême droite pour faire échec aux droits des femmes. Et plus grave que ça, parce qu'il y a eu des manœuvres dilatoires, etc., tout ça pour qu'on n'avance pas sur des mesures qui sont finalement des mesures tout à fait, je dirais, possibles et qui sont répandues dans d'autres pays européens comme la Suède, où ça ne pose pas de problème. Donc on n'est pas devant non plus un casus belli, on est devant l'amélioration de mesures en faveur des femmes qui veulent y recourir, point.
Oui, c'est ça. Et je rappelle que la loi, effectivement, il y a eu 4 renvois au Conseil d'État de cette loi qui prévoyait notamment d'allonger le délai dans lequel mais on surtout pouvait qui avorter. prévoyait de supprimer les peines de prison et d'amende contre les femmes et les médecins, qui prévoyait que les femmes pouvaient choisir un délai plus court que la semaine d'attente. Donc on parle toujours de ces 18 semaines, mais il faut vraiment prendre conscience que cette loi, elle est en faveur des femmes, des accueillants et des médecins. Alors l'autre volet qui est vraiment inquiétant, parce que non seulement c'est vrai que les parlementaires étaient en nombre suffisant pour voter et qu'ils ont été empêchés de voter, donc ce que Benoît disait sur attention quand même à ces risques que l'exécutif finalement empêche le Parlement de faire son travail, eh bien nous avons aussi d'autres lois qui ont été votées depuis quelques années et qui sont à revers des droits des femmes et dont on parle très peu. La reconnaissance anténatale de paternité peut empêcher une femme de s'opposer à ce qu'on déclare à l'état civil sa fausse couche. Le mari ou le père qui a été reconnu de manière anténatale peut obliger une femme à déclarer sa fausse couche comme étant un enfant à l'état civil, avec une nouvelle proposition de loi qui dit que maintenant, dès la conception, on peut donner un nom de famille, donc ils reviennent avec ce dossier fœtus sur lequel on s'est battu pendant des mois. Et on a eu encore une proposition de loi complètement hallucinante pour enfermer de force les femmes enceintes qui auraient des comportements soi-disant défavorables au fœtus. Elle boit un peu trop d'alcool, elle fume des joints, eh bien on va la mettre en prison ou on va la mettre dans un asile psychiatrique parce que c'est considéré comme finalement une maladie psychiatrique. Et ça, on l'a vu, c'est un texte qui a été déposé au Parlement et contre lequel évidemment nous nous battons, mais il ne faut pas se leurrer. L'IVG, c'est évidemment un indicateur du degré de démocratie d'un pays parce que derrière ça, eh bien, ce sont des scénarios comme on en voit en Pologne ou en Hongrie qui nous guettent. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore pris la mesure de ce risque. Alors, vous parliez de la Pologne et la Hongrie. Alors, du coup, j'ai envie de me tourner vers vous, Hervé Parmentier, pour parler un peu de ce qui se passe en Europe. Et alors, j'ai l'impression que chaque année, on le dit, quand on fait le bilan, on parle de la Hongrie, de la Pologne et des atteintes à l'état de droit dans ces pays. Et c'est vrai que cette année, ça a été particulier avec effectivement l'IVG qui a vraiment été remise en cause en Pologne, les droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, transgenres qui ont été remises en cause en Hongrie. Alors finalement, est-ce que l'Union européenne est toujours aussi impuissante face à ces 2 pays particulièrement où les atteintes à l'état de droit sont prégnantes? Alors c'est vrai que la question reste préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, et que le problème est un problème européen. Ça nous touche tous, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, ça nous touche aussi. Mais ça se passe tant au niveau européen qu'au niveau de chacun de ses États membres. Au niveau européen, on sent que l'Europe a un peu de mal avec ses valeurs, a un peu de mal avec la proclamation qu'elle fait de son attachement premier à l'état de droit et aux droits fondamentaux. Et quand il s'agit de faire en sorte que dans l'ordre juridique des États membres, ces principes soient respectés, c'est parfois plus compliqué. On l'a vécu cette semaine, la semaine ici en mi-décembre, où le Parlement européen a finalement voté le budget européen. C'est un budget conséquent, c'est pour plusieurs années aussi. Donc le budget faisait l'objet d'un blocage précisément de la part de la Pologne et de la Hongrie, qui refusaient, ces 2 pays, qu'un mécanisme soit instauré pour lier le fait de recevoir des budgets européens au respect de l'état de droit. Donc ça a fait l'objet finalement d'un compromis, mais qui quand même a pour objet d'affaiblir et la portée du mécanisme proposé par la Commission européenne pour lier donc fonds structurels européens et état de droit, affaiblir la portée du mécanisme et affaiblir son efficacité, parce que ça devient un mécanisme très compliqué à mettre en œuvre. Donc évidemment, il ne faut pas s'étonner à un moment ou à un autre qu'il y ait une forme de désenchantement quand les citoyens s'aperçoivent qu'en réalité, là où on devrait respecter plus qu'ailleurs peut-être l'état de droit, les principes fondamentaux, les droits et libertés fondamentales, c'est difficile à mettre en œuvre. Et c'est vrai que quand on voit d'un côté ces éléments de mise à mal de la démocratie, des droits fondamentaux, et Benoît a rappelé tout à l'heure combien c'était important la qualité démocratique de l'adoption d'un certain nombre de mesures. Quand on voit de l'autre la difficulté ou la remise en cause de certains droits fondamentaux, si lui il évoquait pour l'IVG, qui pour nous est un droit fondamental, on voit que dans d'autres pays, là, la situation est autrement plus grave. C'est le cas effectivement de la Pologne et de la Hongrie. La Pologne qui vraiment
donc un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est une véritable remise en cause de le droit à l'IVG, puisque l'IVG n'est dorénavant pour l'instant plus autorisé que dans des circonstances très très précises. En cas de viol, je pense, et vraiment de graves dangers pour la mère, mais on est vraiment dans une limitation très forte. Tout à fait. Alors là, ce qui est fort heureux, c'est que la société polonaise se mobilise très très fort. Il y a des manifestations de masse de nombreuses femmes, mais pas que, évidemment, en Pologne, et on sent que derrière ce sujet de l'IVG, c'est une aspiration à la liberté dont témoigne le peuple polonais. Donc ça, c'est très intéressant. On se double aussi, d'ailleurs, d'un combat pour une forme de sécularisation accrue de la société polonaise, qui n'est peut-être pas aussi catholique que ce qu'on voudrait bien croire. Donc beaucoup de femmes ou d'hommes qui protestent contre ces réformes IVG, en réalité, sont occupés de se désaffilier de l'Église catholique, refusant à l'Église catholique l'argument que l'Église catholique représenterait 90% de la population, et donc justifiant l'influence constante et lourde de l'Église catholique polonaise sur les décisions gouvernementales. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, une aspiration à la liberté. En Hongrie, on voit aussi que c'est un peu la même chose, c'est des difficultés par rapport aux droits fondamentaux. En l'occurrence, ici, c'est un modèle d'inspiration chrétienne qu'on cherche à imposer. On le voit par rapport aux droits homosexuels, où vraiment ça devient très très compliqué d'être homosexuel en Hongrie. On le voit, donc une réforme constitutionnelle qui vient d'être adoptée, qui instaure le couple comme étant nécessairement un couple hétérosexuel. Le père, s'il y a des enfants, le père est un homme, la mère est une femme. Donc on dénie automatiquement le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. On a vraiment des formules où on explique que l'éducation des enfants doit être d'inspiration chrétienne pour protéger l'enfant contre des influences néfastes, politiques ou idéologiques qui viendraient d'ailleurs dans le monde. Donc on a quand même quelque chose de très très problématique. Ce que je veux dire simplement, c'est que si en Belgique on connaît ça de manière très 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 relative, dans d'autres pays, on voit que par une forme d'association entre des courants politiques très conservateurs avec des éléments d'inspiration religieuse plutôt conservatrice aussi, on arrive là à de véritables modèles, de véritables remises en cause de nos éléments qui fondent nos systèmes démocratiques, des droits fondamentaux qui ont parfois été acquis de chère lutte. Et donc ça, c'est un point de vigilance extrême pour nous, bien entendu, en Belgique, mais également au niveau européen, parce que ce qui arrive ailleurs peut se produire chez nous aussi. Benoît van der Merchen, le 16 octobre dernier, c'est une date qui sera marquée aussi, qui aura marqué cette année 2020, puisque c'est vraiment la stupéfaction en France. Samuel Paty, professeur d'histoire géo dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine près de Paris, est assassiné, donc décapité en pleine rue par un jeune terroriste islamiste. Il avait montré une caricature de Mahomet en classe. Là, on doit s'inquiéter pourquoi ? Pour la liberté d'expression, pour la liberté d'enseigner aussi. Ce moment-là, c'est l'horreur absolue et la stupéfaction et le questionnement. Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Dans son dernier rapport, la Sûreté de l'État en juillet en Belgique mentionnait deux dangers principaux, l'extrême droite violente organisée, mais et surtout et avant tout le terrorisme islamique. Et on l'a vu de ces dernières années à quel point tout ça est ciblé. Chez nous, ça a commencé par le musée juif avant Zaventem et le métro, puis ça a été les caricaturistes de Charlie Hebdo, et on sait bien que les artistes sont ceux qui titillent, qui vont repousser au plus loin les limites du licite, mais qui questionnent. Puis ensuite, ça a été d'autres cultes dans des églises, et puis ça a été monsieur et madame tout le monde, parce que c'est un mode de vie différent et c'est faire la fête, comme ça peut être chez nous à Bruxelles ou à Paris. Et alors maintenant, c'est l'école, le lieu de transmission de valeurs, là où on donne les clés d'une compréhension du monde, comme si justement on voulait un monde figé ou un monde avec des retours en arrière. Et oui, ça fait, je ne vais pas dire que ça fait peur, parce que rien n'est à craindre, mais il y a des choses qui sont certainement à sauvegarder. Et la possibilité de pouvoir parler sans s'auto-censurer et en donnant les clés du monde de demain à nos jeunes aujourd'hui, c'est un rôle mais absolument essentiel, vital pour l'école. Et on va faire un lien très rapidement, parce qu'il y a un groupe de travail au niveau du Parlement qui recommence ses travaux en janvier sur l'idée d'un cours de philosophie et de citoyenneté de 2 heures dans notre enseignement officiel. Et personnellement, je pense que tous les élèves dans notre système scolaire devraient pouvoir en bénéficier, quel que soit le réseau auquel ils appartiennent. Mais avec une plus-value essentielle, c'est discuter des questions de sens avec tous les élèves ensemble, pour justement sortir des anathèmes, des
vision stéréotypée des uns et des autres, pouvoir mettre en débat avec un cours, un programme et des professeurs formés à cet effet, c'est absolument essentiel. Ce ne sera jamais une seule des solutions. C'est une solution importante qui est mise sur le moyen et le long terme. Après, il y a une sécurité que les gouvernants doivent assurer à notre population et sans équivoque par rapport à des actes de violence qui sont d'une horreur sans nom, mais où quelque part on doit toujours se poser la question de qu'est-ce que l'on fait au-delà de la répression qui ici s'impose, qu'est-ce que l'on fait également pour pouvoir éviter que ça se reproduise. Dans ces rapports de la sûreté de l'État, on peut lire aussi qu'un des foyers de radicalisme, c'est souvent le milieu carcéral. Donc se dire je crée des peines de prison supplémentaires pour les gens qui ont commis des attentats, est-ce qu'on va réellement être efficace? Donc il faut toujours se poser la question de l'utilité, du sens de ce que l'on fait et essayer d'avoir la réponse appropriée. Et on sait qu'en matière de lutte contre le terrorisme, elle sera multidimensionnelle, la réponse, sinon on passera à côté de quelque chose. Mais elle passera d'office effectivement par l'éducation et par ce cours de philosophie et de citoyenneté qui, donc, je le rappelle, existe déjà sous la forme d'une heure aujourd'hui dans l'enseignement officiel et il y a des projets donc, de discussion pour la faire passer à 2 heures. Donc ce serait clairement un des défis de 2021. Alors quels seraient vraiment, il nous reste quelques minutes, mais quels seraient les autres défis pour vous, Sylvie Losberg, pour vous, Hervé Parmentier, de cette année 2021 quels sont vraiment pour vous les enjeux principaux de cette année 2021, les défis sur lesquels il va falloir travailler? Mais le premier, je pense, dans le prolongement du CPC, c'est la généralisation de l'éducation sexuelle à l'école. Donc là, vous savez que ça fait des années qu'on travaille sur ce dossier. On sort un livre en février qui fait le point sur les VRAS, qu'on appelle éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'autre élément, c'est la lutte contre l'extrême droite, contre le racisme. Là, nous avons un dossier pédagogique qui fait le point sur l'immigration marocaine en Belgique à destination donc, des élèves du secondaire, qui sortira aussi en premier trimestre 2021. Et parallèlement à ça, tout un travail sur l'extrême droite. On vient de sortir un livre sur cette thématique. Et je voudrais quand même revenir sur ce que disait Benoît, et on l'a brossé, et c'est un peu en filigrane de tout ce qu'on dit ici, c'est qu'au niveau européen, mais au niveau belge aussi, cette violence d'extrême droite, elle est présente et elle s'insinue dans tous les rouages, non seulement de l'État, mais elle est aussi répercutée dans la société par finalement des logiques qui confrontent les uns aux autres, qui mettent en tension une identité par rapport à une autre, qui fait l'éloge finalement de la différence, et cette confrontation, parfois même des discriminations, entraîne une société de plus en plus morcelée, où finalement on n'est plus dans l'idée que nous défendons, qui est celle d'une société solidaire et universelle, c'est-à-dire où les droits sont égaux pour tous, mais où il y a finalement une concurrence des droits, parfois même une concurrence des mémoires. Aujourd'hui, je voudrais quand même signaler qu'en Belgique, on parle beaucoup plus des états d'âme des collabos que des états de fait des résistants. À cet égard, nous sortons d'ailleurs aussi une plaquette sur Arnaud Fretter, qui a donné son nom au pont ici devant le Cal, un pont qui vient d'être rénové et qui va donner finalement un peu d'ampleur à ce personnage absolument merveilleux qu'est ce jeune homme qui a donné sa vie pour nos libertés. Et donc, je terminerai par dire que ressouder la société plutôt que de la diviser, il y a aussi un risque qui pèse sur la façon de faire solidarité, parce que la crise sanitaire menace la culture. Et pour nous, la culture, c'est le lieu de l'émancipation. C'est là qu'il y a débat. C'est là qu'on peut mettre ensemble des points de vue différents et qui nous font sortir finalement de nos petits conforts de pensée. Et je crois que la culture a souffert, elle souffre. Et pour nous, c'est un secteur essentiel et les pouvoirs publics doivent vraiment investir maintenant pour sauver la culture qui fait sens pour tous. Voilà. Et c'est ça l'universalité aussi de la pensée. Oui. Hervé Parmentier, peut-être pour compléter ces défis 2021. Vraiment, c'est complété parce qu'au-delà de tout ce que Sylvie vient de dire, qui forme vraiment, je pense, le cadre de ce qui va beaucoup mobiliser le Centre d'action laïque dans l'année qui vient, il y a un autre sujet sur lequel on va beaucoup travailler l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle la santé circulaire. Alors la santé circulaire, c'est un peu cet écosystème d'interaction entre la santé animale, la santé humaine et la santé de la planète. On l'a vu avec la pandémie, la dégradation de la santé de l'un a des impacts
impact sur la dégradation de la santé des autres. Et donc derrière ça, il y a vraiment une série d'enjeux à caractère éthique qui se posent, qui questionnent la place de l'homme, qui questionnent finalement le rôle de l'homme par rapport aux autres espèces, qui questionnent finalement la liberté de choix de l'homme, de ses comportements, comment redonner à l'homme un peu de liberté dans des systèmes où finalement beaucoup de choses semblent lui échapper, comme ce qu'on a l'impression de subir dans l'impossibilité d'être acteur de son destin dans le cadre de la pandémie qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, la santé circulaire sera un des grands enjeux. La santé parce que avec l'éducation qui est un vrai facteur d'égalité, l'accès à la santé, le fait de pouvoir bénéficier de soins de santé de qualité est également aussi un élément essentiel de lutte contre les inégalités. Donc dans cet esprit d'égalité, dans cet esprit de solidarité, le Centre d'Action Laïque s'intéressera également à ce sujet l'année prochaine. En tout cas, des enjeux qui sont quand même stimulants et où on peut voir un peu d'espoir malgré cette année, effectivement, qui était assez terne. Vraiment, merci à tous les trois. Donc, je le rappelle, Benoît Werner-Merchen, Sylvie Losberg et Hervé Parmentier, donc tous les trois membres du Centre d'Action Laïque. Merci pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et une bonne fin de soirée et une bonne fin d'année aussi à tous et à l'année prochaine.